Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous continuerons avec les systèmes à plusieurs degrés de liberté. Après avoir vu le cas des systèmes donc librement amortis pour le calcul des fréquences et modes propres de vibration, nous allons aujourd'hui entamer le cas des vibrations forcées, là où l'excitation est différente de zéro. Et on va essayer de voir une des méthodes de résolution des systèmes à plusieurs degrés de liberté forcés, qui est la méthode de superposition modale. Donc, le but de cette application est de calculer les réponses dynamiques d'un système à plusieurs degrés de liberté pour des systèmes amortis ou non amortis, en utilisant la méthode de superposition modale pour la résolution. Et on va essayer donc de voir comment calculer les efforts à la base par les différentes méthodes de combinaison, les méthodes que ce soit par valeur absolue ou bien par la racine carrée de la somme des carrés. Donc, pour cela, on considère un portique à deux niveaux, donc défini par deux déplacements U1 et U2, d'accord, avec des masses donc données de M1 et de M2 et des rigidités totales entre les deux poteaux, donc de K2 et K1. Ce portique à deux niveaux est soumis à une accélération du support qui est du type donc sinusoïdal 0,25 G sinus 30 T, où G est l'accélération de la pesanteur et T est exprimé en secondes. Donc, au début, on va supposer que le système est non amorti. Après, en deuxième partie, on va supposer que le système amorti. Comme ça, on traitera les deux cas possibles. Donc, lorsque le système est non amorti, on va simplifier et dire que le système était initialement au repos pour simplifier les conditions initiales. Donc, pour les systèmes non amortis, on va calculer, ou bien on vous demande de calculer les fréquences et modes propres de vibration, de calculer les déplacements exacts à t est égal à 0,2 secondes. Déplacement exact, ça veut dire la solution totale à 0,2 secondes. Et à cet instant-là, à t est égal à 0,2 secondes, on essaie de calculer les forces élastiques et les forces tranchantes à la base en utilisant la méthode de superposition modale. En deuxième partie, donc, on suppose un amortissement différent de 0 et donc que les facteurs d'amortissement des deux modes sont égaux à 5%. Pour cela, donc avec ces données-là, on vous demande de calculer les déplacements maximum en régime permanent uniquement et on déduit les forces tranchantes maximum à la base de la construction. Pour les deux cas suivants, premièrement, on ne considérant que le premier mode et deuxièmement, en considérant les deux modes ensemble. Donc là, on aura une idée sur la participation des modes dans le calcul des déplacements maximaux. Voilà un petit exercice, je pense, ça résume toute la méthode de superposition modale. Donc pour cela, rapidement, on revient sur le cas de l'équation fondamentale de la dynamique des structures et des systèmes amortis, donc amortis forcés à plusieurs degrés de liberté. Pour la résolution de cette équation, on a en général deux grandes méthodes, ce qu'on appelle la méthode de superposition modale et la méthode par. Donc la différence entre ces deux méthodes, c'est que la méthode de la superposition modale est une méthode qui repose sur la résolution des équations différentielles déterminées à partir donc de l'équation d'équilibre. Donc on va beaucoup plus se concentrer sur l'équation différentielle. Le problème qui va apparaître, c'est que dans ces équations différentielles, il y a des équations qui sont couplées. Et donc, ça sera très complexe de résoudre ces types d'équations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de découpler les équations différentielles générales par un système de transformation donc, de variables ou bien de changement de variables et obtenir donc un système de n équations différentielles non couplées, c'est-à-dire indépendantes. Comme ça, donc, on aura à résoudre le problème de n équations à un seul degré de liberté indépendante et on reviendra sur notre variable principale qui est U. Donc pour cela, c'est une méthode facile à utiliser. Le problème, c'est que ça nécessite la détermination des vecteurs propres ou bien des modes propres de vibration pour pouvoir transformer la variable et bien sûr, elle est valable uniquement pour les systèmes linéaires élastiques. Par contre, la méthode pas à pas est une méthode très générale, donc elle est très puissante. Elle traite non seulement les systèmes linéaires, mais aussi les systèmes non linéaires. Cette méthode repose sur l'hypothèse fondamentale, c'est qu'on va supposer cette accélération sous une forme, donc, dans un intervalle delta t. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On divise notre intervalle temps en plusieurs intervalles delta t, donc très petits,
Et dans cet intervalle delta t, on va supposer une variation de U seconde. Le plus souvent, donc, soit elle est constante, soit elle est linéaire. D'accord? Donc, si j'arrive à supposer une certaine variation de U seconde, bien sûr, je peux déterminer la variation de U et je peux tout exprimer en fonction de grand U. Ça sera donc revenir à résoudre un système du type KU est égal à delta P, ou bien K delta U est égal à K est égal à delta P. Donc, ce qui veut dire que la méthode pas à pas, elle transforme le système d'équations différentielles en un système d'équations algébriques facile à résoudre dans un intervalle de temps delta T. Donc là, c'est très important et vous retrouvez donc les différentes formes de cette méthode qui est la méthode linéaire, la méthode de Newton-Beta ou bien la méthode de Wilson-Theta seront les intervalles considérés et seront les variations de l'accélération dans l'intervalle considéré. Voilà. Donc, peut-être qu'on aura le temps de voir cette méthode par rapport en détail. Donc, je reviens sur la méthode de superposition modale. Donc, je dis le plus important, c'est de transformer de découpler pardon, les équations différentielles qui sont couplées, de les découpler pour pouvoir les résoudre. Et dans ce cas, donc, on aura besoin d'utiliser un changement de variable, de la variable U vers une variable quelconque, donc en utilisant les modes propres de vibration. Maintenant, le plus important, c'est que ces modes propres de vibration, on va essayer de voir quel nombre de modes on va utiliser pour les transformations. Donc, rapidement, j'utilise donc cette notion de transformation de la variable U à la variable Y en utilisant la matrice donc, spectrale phi, ce qui veut dire que je vais utiliser cette combinaison-là pour pouvoir transformer cette équation-là, ou bien pour pouvoir, pardon, découpler cette équation-là, 1 milliseconde plus C point plus K est égal à P2. D'accord? Donc, on va essayer d'utiliser ça. Je pense qu'après des transformations, donc au fur et à mesure, on vient à une équation de ce type. Donc, si je transforme U par phi Y, c'est U point, c'est phi Y point, U seconde, c'est phi Y seconde. Si je vais ici, donc, et j'ajoute des transformations, donc, je multiplie le tout par phi 1 transpose à gauche, donc, j'aurai ce type d'équation. Ce qui veut dire que si je prends ce terme-là, par exemple, ce terme-là, ça va être phi 1 transpose, c'est 1 par n, la masse, c'est n par n, phi n, c'est n par 1, ce qui veut dire que j'aurai donc un scalaire ici, multiplié par le scalaire, donc y seconde, ce qui veut dire que pour toute valeur de n, donc de 1 à n, j'aurai une équation de ce type, d'accord? Et ça sera donc un ensemble d'équations découplées qui vont être résolues une par une pour déterminer les solutions y. Donc là, la même chose, phi 1 Cn, phi 1 transpose C phi 1 est un scalaire, et phi 1 transpose K phi 1 est un scalaire, phi 1 transpose P de T est un scalaire. Donc tout ça me donne ce type d'équation. Si je pose donc ces scalaires, donc Mn, Cn, Kn et Pn, j'aurai une équation, donc une seule équation découplée. Donc pour chaque valeur de n, on aura une équation. Toutes les équations sont indépendantes et découplées. Donc qu'est-ce que je vais faire? Pour chaque valeur de n, je vais résoudre les yi. Maintenant, une fois que j'ai les yi, il faut que je revienne ici pour déterminer, donc par rapport à ça, donc déterminer les u que je cherche. D'accord? Ça me fait donc un passage par un découplage d'équations pour résoudre le problème. Donc là, avec cette équation, je peux même donc la diviser par Mn et j'aurai donc ce type d'équation pour retrouver ma fameuse équation, donc yn seconde plus 2 xi n oméga n, qui est donc le Cn sur Mn, plus oméga n au carré, donc c'est Kn sur Mn. Oméga n au carré, c'est la pulsation propre du mode considéré n, et ça, c'est le fameux changement XL. Donc, la résolution de cette équation, maintenant là, c'est une équation à un seul degré de liberté. Je peux utiliser toutes les méthodes que j'ai pour résoudre ce système, que ce soit Duhamel pas à pas, ou bien harmonique, non harmonique, et ainsi de suite, échelon, impulsion, et ainsi de suite. Ça dépendra de votre P de T, ça dépendra donc de votre amortissement. Voilà, donc finalement, donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste, j'ai découplé un système d'équations différentielles en un système découplé indépendant qui va me permettre de le résoudre de façon indépendante. Maintenant, il y a un problème qui surgit généralement dans ce type de découplage, c'est qu'en général, la valeur maximale de tous les y ne se produisent pas dans le même temps. Ça, c'est un peu gênant parce que je vais chercher le U maximum. Si je cherche le U maximum, il faut que le temps soit fixe.
donc Y, et pour me donner tous les Y maximum. Maintenant, si je n'ai pas ces valeurs-là qui ne se produisent pas pendant le même temps, je passe par ces approximations pour calculer la valeur maximale du déplacement U. Et dans ce cas, il y a deux grandes méthodes. Donc, la méthode de la sommation des valeurs absolues, donc qui surestime un petit peu, c'est-à-dire que UI max, c'est la somme des valeurs absolues des phi fois YI. Et bien la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de la racine carrée de la somme des carrés, c'est-à-dire que je prends les carrés, je vais les ajouter, je prends la racine carrée, c'est ce qu'on appelle la forme quadratique. Donc c'est la plus utilisée. Et il y a la méthode de ce qu'on a vu au cours, la méthode CQC, donc qui est une méthode particulière de SRSS, square root square somme. Donc là, c'est juste, j'ai dit en cas où votre temps où se produisent les Y max n'est pas le même. Maintenant, si le temps où se produit le Y max est le même, bien sûr, j'utilise directement la multiplication. On va voir les deux cas, donc on va les voir dans cet exemple. Donc, maintenant, rapidement, le résumé, donc un rappel de la méthode de superposition modale. Donc, premièrement, il faut calculer les matrices KCM et la force extérieure pour établir votre système d'équations différentielles. Commencez par calculer les fréquences et modes propres de vibration. Commencez par, donc, avec les modes propres qu'on va trouver ici, donc on calcule les différentes valeurs, si vous voulez, de changement et de masse généralisée. Donc, phi1 transpose 1 phi1 et P1 est égal à phi1 transpose P de T, qui sont des scalaires, je rappelle, qui vont être utilisés pour définir les équations découplées. Donc, dans ce cas, j'ai une équation découplée pour chaque n, donc je vais essayer de résoudre pour chaque yi, donc je vais calculer la valeur de yi de t. Donc j'ai ça dans chapitre 6 concernant les systèmes à un seul degré de liberté. J'utilise par exemple du Hamel, donc yi de t, donc dans le cas général, avec un amortissement différent de 0. Donc là, si les conditions initiales sont connues, je dois calculer yi et y.i parce que les conditions initiales que je connais, ce sont les deux conditions initiales de E. Il faut que je les transforme en conditions initiales de y pour que je puisse les intégrer ici, donc pour trouver mes valeurs. Dans ce cas, je passe par cette transformation. Donc, on a dit que yn signifie n transpose mu sur mn. Et je prends donc même la vitesse initiale. Donc, maintenant, si les conditions initiales sont nulles, donc je simplifie, je prends la partie non nulle de mon déplacement. Donc, une fois que j'ai le y, je vais essayer donc de revenir à mes coordonnées initiales, donc mes déplacements réels, E, soit par, donc, directement, si j'ai les valeurs dans le même temps, donc par rapport à un t quelconque, donc je peux combiner. Et si je cherche les déplacements maximum, comme j'ai dit, si les déplacements maximums se produisent en même temps, je prends cette équation-là. Si maintenant ils ne se produisent pas en même temps, j'utilise les deux types d'équations. Ou bien une des solutions, ce n'est pas un problème, soit la méthode de absolute value sum ou bien square root square sum. Mais une fois que j'ai les déplacements, donc je peux calculer les forces élastiques par rapport au déplacement U ou bien par rapport au déplacement Y. Donc, c'est la même chose. J'obtiens donc les mêmes forces élastiques. Voilà. Donc, ça, c'est, si vous voulez, un résumé de la méthode. Maintenant, je reviens à mon exemple. 2 degrés de liberté. Bien sûr, les hypothèses du portique restent les mêmes. Donc, concernant la poutre rigide, la masse est concentrée sur le plancher, ainsi de suite. Donc, les potons ne se déforment pas, et ainsi de suite. Donc, ça, on est habitué maintenant. Ce qui veut dire que ceci va devenir ce type donc de modèle qu'on appelle le modèle de Lacrosse. Donc, je veux calculer d'abord les matrices masse et rigidité. Donc, la même chose. On est habitué maintenant à calculer la rigidité et la masse. J'ai dit attention à l'ordre de l'alimentation parce que dans un des exemples, donc on a pris ici M1 et ici M2 parce qu'on avait ici U1 et ici U2. Donc là, il faut faire attention. En inversion, il faut faire attention à l'alimentation parce que les matrices K et M vont suivre ce type d'alimentation. Donc là, je reviens sur la méthode de la rigidité pour calculer la matrice de rigidité et ça me donne donc K1 plus K2 moins K2 moins K2 et K2 en valeur numérique. Donc, ça me donne ceci. La masse est concentrée au niveau des planchers, donc ça me donne une masse diagonale 340, 380. Avec la masse et la rigidité, maintenant, je peux calculer les fréquences et modes propres. Donc, en résolvant ce système, j'aurai donc un lambda 1, 40, 409, 216 et un lambda 2,
de 1912-765, comme c'est lambda et la pulsation au carré, donc je peux avoir les deux pulsations, oméga 1, 20,23 et oméga 2, 23,90. Avec ces valeurs, ces fréquences propres, donc, je peux maintenant calculer mes modes propres. À chaque fois, je remplace ici, comme j'ai dit, maintenant on est habitué, et je calcule le phi donc, pour chaque oméga. Donc là, je prends 20,23, je résous l'équation ou bien le problème en lambda, donc, qui est une solution, qui est une équation du second degré en lambda, donc je peux retrouver un phi 1, donc 0,596 et 1. Donc je rappelle que ce système-là me donne deux équations qui sont dépendantes. Il faut poser une valeur et calculer la deuxième valeur. Donc là, on a posé phi de 1 est égal à 1 et phi 1 est égal à 0,596. C'est juste pour rester donc des valeurs inférieures à 1. La même chose pour la deuxième pulsation proc, donc c'est 3,97 et ça me donne donc un phi 2 qui est de 1 et moins 0,530. D'accord? Donc là, j'ai mes deux vecteur propre ou bien mode propre de vibration. Donc, si je le représente, ça sera le premier mode. Ça, c'est le deuxième mode. Je répète, ces deux modes ne sont que des formes de vibration. Ce ne sont pas les vibrations elles-mêmes. Ce ne sont pas les U, mais c'est beaucoup plus les phi. Donc, ce n'est pas des déplacements qu'on cherche. Par contre, le déplacement qu'on cherche est une combinaison du premier et une combinaison du deuxième. Donc, en résumé, donc on obtient la matrice spectrale et la matrice modale. On va essayer de les utiliser par la suite dans le calcul du déplacement. Voilà. Donc, je viens à la deuxième question. Donc, je vais essayer de calculer le déplacement à t est égal à 0,2 secondes. D'accord? Comme c'est un portique soumis à une excitation du support, donc l'équation du mouvement, on l'a déjà vu au cours, c'est mu seconde plus c point plus ku est égal à moins mu seconde de j. D'accord, ça c'est l'équation. U seconde C, c'est l'équation de l'accélération du support donc considéré. Maintenant, puisque c'est non amorti, celui-là va s'annuler. Il me reste donc cette équation-là que si je la transforme par le biais du changement de variable U en Y, d'accord, j'aurai ce type d'équation donc en général. D'accord. Donc avec les mêmes scalaire qu'on a posé tout à l'heure. Maintenant, puisque c'est une excitation du support, seul P1 de T qui va changer, ou bien seul P de T qui va changer, et devient moins phi 1 transpose M U seconde J. Ce terme-là, qui est la force extérieure, bien sûr, on sait que U seconde J, en général, elle est distribuée suivant les étages. C'est-à-dire que théoriquement, si je reviens à mon étage, donc ça c'est avec les degrés de liberté. D'accord? J'ai un degré de liberté ici, U1. Ça, c'est U1. J'ai un degré de liberté ici, U2. D'accord? Et j'ai une accélération du support ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit que, en général, cette accélération du support, on va essayer de la distribuer suivant I1 et U2 parce qu'ils sont parallèles donc, à l'accélération. Et dans ce cas, donc, on ajoute un vecteur 1 qui me permet de distribuer U seconde G suivant les étages. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des 1, 1, 1, 1. C'est un vecteur unitaire. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention que ce vecteur-là n'est pas toujours 1, 1, 1 partout. Supposons que vous avez un autre degré de liberté ici horizontal. D'accord? Supposons, parce que c'est un nœud de poutre, d'éléments de poutre, supposons que j'ai encore un degré de liberté vertical ici. Donc, vous voyez que cette accélération qui est horizontale ne va pas affecter ce degré de liberté. Et donc, dans ce cas, au lieu d'utiliser un 1, j'utilise un 0 quelque part. Donc, là où ça, c'est un 0 qui correspond, par exemple, ça, c'est U, ça, c'est V, d'accord, qui correspond à V. Donc, ça, c'est 0. Et là, je construis mon vecteur de distribution suivant les degrés de liberté considérés. D'accord? Maintenant, comme en général, on prend que des degrés de liberté ici horizontaux et qui sont parallèle à l'excitation U seconde G, en général, c'est un 1, 1, 1 partout. Donc là, si je change, j'obtiens donc mon équation de ce type que je vais essayer de résoudre par rapport à cette distribution. Donc là, pour chaque mode, maintenant, le mode 1, je prends M1, je dis c'est phi 1 transpose M phi 1, d'accord? C'est un scalaire. K1, c'est phi 1 transpose K phi 1, donc c'est un scalaire. Et P1, donc, c'est moins phi 1 transpose la masse grand M,
multiplié par le vecteur de distribution, donc 1, 1, multiplié par U seconde G, donc 0,25G sinus 30. Et on obtient donc moins 1429 sinus 30. Donc là, ça devient une équation qui est égale à ce type. Je connais tout ça, donc j'obtiens une équation différentielle du premier degré. Bien sûr, comme j'ai dit, vous pouvez toujours diviser par M1 et vous obtenez l'autre forme de l'équation. Le mode 2, donc, c'est la même chose, M2, avec phi2 transpose M phi2, c'est toujours un scalaire. K2, c'est phi2 transpose K phi2, c'est un scalaire. Et P2, c'est phi2 transpose M, le facteur de distribution 1, 1 et U seconde J. J'obtiens donc moins 337,12 sinus 30. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient deux équations de ce type. Donc, M1Y seconde plus K1Y est égal à moins 1429 sinus 30. M2Y seconde 2 plus K2Y2 est égal à moins 337,12 sinus 30. On obtient deux équations indépendantes qui sont découplées. La première, elle va me donner Y1 et la deuxième, elle va me donner Y2. Rappelons que ces équations sont des équations à un seul degré de liberté. Donc, ça revient à dire que mon système qui était de 2 degrés de liberté ensemble couplé est devenu donc un système de deux équations découplées, donc de deux équations à un seul degré de liberté. C'est pour ça que j'ai dit un système à plusieurs degrés de liberté est généralement la somme de plusieurs systèmes à un seul degré de liberté. Donc, je reviens à mes chapitres des systèmes à un seul degré de liberté, surtout le chapitre 3, puisque ma force d'excitation maintenant est une force harmonique. Donc, je reviens au chapitre des excitations ou bien des mouvements harmoniques. Dans ce cas, on sait que la solution de ceci, c'est une solution complémentaire plus une solution particulière. La solution complémentaire, c'est A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Et la solution particulière, elle est due de même de la force d'excitation P de T, donc c'est grand Y sinus au grand oméga T. D'accord? Donc, si je remplace tout ça avec des conditions initiales, donc nulles, j'ai dit pour simplifier, on obtient donc mon équation de solution I, parce que les deux sont sinus, donc qui me donne 1 moins 1 sur 1 moins RI au carré qui est le D, d'accord, le coefficient d'amplification dynamique pour les sinus, pour les fonctions harmoniques. P0, PI0 sur KI, c'est la valeur statique, si vous voulez. Le D fois valeur statique, c'est le grand, c'est-à-dire c'est cette valeur-là maximale que je cherche, elle est ici, donc D fois Y statique. Sinus oméga T moins R sinus oméga 0, et pardon, ça c'est RI, donc c'est pour le mode I. Et là, donc avec RI qui est égal à 30 oméga sur oméga 0, oméga I 0 pour le mode I. Vous voyez, donc si j'applique ça pour mes deux modes, donc j'aurai pour le mode R1, donc R1 avec oméga 1, 0 qui est égal à 20,3, j'obtiens donc un 1 de 1,483. Si je le remplace ici, donc PI0, donc c'est la valeur, c'est celle-là, donc c'est ça PI0 pour le premier mode. Et bien sûr, j'ai un K1 qui est ici, donc que j'ai déjà calculé, c'est ce K1. D'accord? Ça, si je remplace, donc j'aurai tout ça qui est égal à Y1 à 0,2 secondes, bien sûr, parce que j'ai dit à 0,2 secondes, donc je remplace le T par 0,2 secondes, d'accord, ici et ici, et je calcule, donc j'aurai Y1 à 0,2 secondes, moins 5,15 mm. Maintenant, pour le mode 2, R2, c'est au grand oméga sur oméga 2, 0, qui est 53,97, ça me donne 0,5559. Et la même chose, si je remplace dans mon équation ici avec un PI maintenant, c'est P02, donc c'est celle-là, d'accord? C'est celle-là. Et avec un K2 que j'ai déjà calculé pour le deuxième mode, c'est celle-là. Donc, vous voyez que finalement, il suffit de remplacer les valeurs de chaque mode et vous aurez donc un Y2 égale 0,1 mm. D'accord? Maintenant, comme cette valeur, elle se passe à 0,2 secondes, cette valeur, elle se passe à 0,2 secondes, donc j'ai le droit d'écrire ça. Parce que les Y se passent au même temps. Et pour cela, donc, je peux calculer U1 qui est égal à phi fois Y, j'obtiens le déplacement donc à 0,2 secondes. Je répète, les deux se passent au même temps, donc je peux les combiner de cette façon-là directement. Si maintenant, celui-là c'est 0,3 secondes et celui-là c'est 0,1 seconde, je ne peux pas faire ça, je dois passer par les approximations. Donc ça me donne cette des formules-là, 5,20 et 2,97 pour le mode 1 et le mode 2. Ça, c'est, si vous voulez, la partie
non amortis. Donc, je peux calculer maintenant les forces élastiques avec ces déplacements que j'ai calculés, d'accord? Soit par les déplacements relatifs, donc au grand U, soit par les déplacements généralisés, grand Y, parce que U est égal à K fois, phi fois Y par. Donc, une force de élastique, c'est la rigidité par le déplacement. Ça me donne donc ceci. Donc, K phi Y, c'est la même chose ici, I seconde au carré 1 phi Y. Donc, si je fais ce calcul-là, donc ça c'est K, ça c'est le déplacement E, et on obtient donc une force élastique de ce type sur les deux niveaux, donc premier niveau et deuxième niveau. L'effort aussi simplement à la base, donc c'est la somme des deux, et j'aurai donc un effort de ce type. Si vous voulez calculer par les déplacements généralisés Y, au lieu de U, vous allez trouver la même chose. Donc, c'est exactement les valeurs. Ça, c'est dû à l'arrondi. Donc, les petites variations, c'est dû beaucoup plus à l'arrondi, mais c'est exactement les mêmes valeurs. Donc, vous voyez que mon premier mode me donne ça, mon deuxième mode me donne ça, et j'aurai donc une idée sur combien donne chaque mode par rapport à la force élastique. Voilà. Voilà, je pense que la deuxième partie, donc, c'est là où l'amortissement est différent de zéro. Donc, je vais encore considérer ce terme-là dans mon équation, c'est-à-dire je ne vais pas négliger ceci donc, dans mon équation. Et là, au lieu de travailler avec la solution totale, pour simplifier, on a dit on utilise uniquement le régime permanent, c'est-à-dire la solution permanente ou bien la solution particulière de ce système-là. Donc, on revient sur mon système-là, c'est celui-là, donc, et j'essaie donc de déterminer ma solution donc, permanente. Donc là, la même chose. Pour chaque mode, finalement, les valeurs ne changent pas. Donc, parce qu'on a gardé les mêmes caractéristiques. Donc, théoriquement, M1, K1 et P1 ne changent pas. On aura toujours ce type d'équation en ajoutant maintenant l'amortissement considéré C1 et C2. C1, c'est phi1 transpose c'est phi 1 ou phi 1 et phi 1 transpose c'est et phi 2. Finalement, donc peut-être qu'on n'aura pas besoin des valeurs C1 et C2 parce qu'on a des valeurs ici, donc on va utiliser. Donc on obtient ces deux équations. Ce sont deux équations découplées indépendantes de type sinus et qui sont amorties. Si je veux calculer ça, ça sera la solution particulière plus la solution sans second mode. Et comme j'ai dit, si on prend que la solution permanente, on va prendre la solution beaucoup plus particulière pour ce type d'équation. Donc, on a déjà vu ce type d'équation admet comme solution particulière cette valeur-là, DI, Y1 et I statique me donne la valeur maximale qui m'intéresse parce que je vais beaucoup plus amplifier ma valeur statique, donc concernant cette harmonique-là. Avec maintenant D, il faut faire attention, c'est la contribution d'amplification dynamique pour un système amorti avec une solution avec une force d'excitation harmonique. Donc, c'est 1 moins RI au carré plus 2 xi RI au carré, le tout en racine, et ça sera le D de ce type de force d'excitation. YE, c'est toujours P0 sur K, donc correspondant au mode considéré, et dans ce cas, donc, je reviens sur mes valeurs pour chaque mode. R1, si 1 elle est constante, que ce soit pour le premier ou le deuxième niveau, pour le premier mode ou le deuxième mode, pardon, c'est 5%. Le D1, donc, je le calcule à partir de cette expression en prenant RI et XI correspondant, ça me donne 0,827. Avec 0,827, donc, ça c'est D, ça c'est P0 sur P0 de 1 sur K1, ça me donne un max de 5,76 mm. La même chose pour le deuxième mode, avec 0,5559, j'aurai un D2, 1,443, qui va me donner, donc ça c'est D, ça c'est P02 et ça c'est K2, donc j'aurai donc un Y2 max de 0,37 mm. Avec ces deux valeurs maintenant, est-ce que Y max se passe au T maximum que le Y2 max? D'accord? Bien sûr, dans ce cas-là, c'est un cas particulier. Les deux se passent en même temps, donc en même temps, parce que les deux sont des sinus de 30 T. Donc ça, c'est D, si vous voulez prendre Y ici de T, Y1 de T, c'est égal à Y1 max sinus de 30 T, donc que vous calculez. D'accord? Donc ça, c'est le maximum. D'accord? Le temps ici pour Y1 ou Y2 est la même chose. La valeur change, mais le temps est le même. Ça, c'est un cas particulier où les deux maximums de Y se passent en même temps, donc, si vous voulez.
Et là, puisqu'il se passe en même temps, donc je peux utiliser cette solution exacte pour déterminer la valeur exacte maintenant du déplacement maximal pour les deux cas dans le cas du régime permanent. Donc en faisant ceci, si je prends un seul mode, parce que j'ai deux cas maintenant, K1 et K2, avec un seul mode, donc je vais prendre le mode 1 avec Y1. Ça me donne phi 1, 1, Y1 max pour le U1 et phi de 1, Y max pour le U2. D'accord? Et c'est pour cela qu'on obtient donc 3,433 pour U1 max et 5,76 pour U2 max. Donc, pardon, ça, c'est pas U1T, c'est U1 max. Celui-là. Donc, c'est pas U1T, c'est U1 max et U2 max. Désolé. Donc, avec ces valeurs maximales, je peux calculer les forces élastiques maximales, toujours pour le premier cas qui est un seul mode donc, que j'ai utilisé. Là, ça me donne donc K fois phi K fois U ou bien K fois phi fois Y. Donc, K fois U, ça me donne ceci. Donc, la même chose, ça, c'est des forces maximales élastiques. D'accord? 477 et 895 kg. La valeur donc à la base, c'est la somme des deux. Donc, ça sera 1373,2. En considérant maintenant deux modes, vous voyez que j'utilise Y1 et Y2 en même temps et j'utilise Φ1 et Φ2 en même temps, ce qui me donne un grand Φ multiplié par Y1 et Y2. Ça me donne donc, toujours ici, c'est le maximum, qui est égal à 3,803 et 5,563. Donc, avec un seul mode, on a obtenu 3,433. Avec deux modes, on a obtenu 3,803. Avec un seul mode, U2 max, c'est 5,76. Avec deux modes, donc, c'est 5,563. Ça, c'est les valeurs exactes. Et puis, donc, la même chose pour le deuxième cas. Je peux calculer les forces élastiques donc, dans le premier niveau et le deuxième niveau et les forces tranchantes à la base 1521,2. Donc, ça, c'est le cas exact, parce que les deux Y max se passent dans le même temps. Maintenant, supposons qu'ils ne se passent pas dans le même temps, on va juste pour l'application voir qu'est-ce que ça peut donner, les méthodes donc, approximatives de la somme des valeurs absolues et de la somme des carrés, de la racine carrée et de la somme des carrés, donc pour ces deux cas. Donc si je prends le premier cas, la méthode de la valeur absolue donc, me dit que je prends la somme des valeurs absolues de chaque terme, donc phi I1 Y max plus phi I2 Y2 max et ainsi de suite, donc les valeurs absolues. Pour mon premier cas, donc la même chose, ça c'est toujours U1 max et I2 max. Donc j'aurai celui-là multiplié par celui-là en valeur absolue. Donc ça me donne phi 1 max Y1 max, phi 2 1 max Y1 max. Ça c'est I est égal à 1, donc phi 1 Y max, phi I est égal à 2, phi 2 Y max, parce que j'ai un seul mode, donc ça me donne 3, 433 et 576. Par contre, si je prends les racines carrées, donc la même chose, c'est la racine carrée de la somme des carrés, donc des termes en combiné, donc en phi Y, et ça sera, donc si j'ai un seul mode, ça c'est phi 1 Y1, et ça c'est pour i est égal à 1, pour i est égal à 2, donc ça c'est phi de 1 Y. Donc ça c'est celui-là, pardon, ça c'est phi de 1 multiplié par Y1 max au carré. Avec la racine carrée, bien sûr, ça me donne ce terme. Donc là, vous voyez que c'est la même valeur, d'accord, que ce soit en valeur absolue ou bien en racine carrée, c'est tout à fait normal. Donc, je n'ai qu'un seul terme, donc que je le prends en valeur absolue, ou bien que la racine carrée du carré, donc c'est la même chose, je trouve le même terme, qui est donc le terme exact. Si vous voulez, si vous revenez à la valeur exacte, donc c'est exactement un seul terme. Donc, pour ça, donc les trois méthodes sont les mêmes et me donnent, pour un mode, hein, pour le cas d'un mode, me donnent les mêmes forces élastiques et la même effort tension cisaillement donc à la base. Maintenant, si je prends deux modes, là maintenant, comment va intervenir le deuxième mode? Il faut que ce deuxième mode va contribuer donc d'une façon ou d'une autre à le calcul de la réponse. Donc ça, c'est, si j'ai deux modes, ça veut dire que je prends celui-là et celui-là, donc les deux premiers. Avec i est égal à 1, donc U1 max, donc celui-là, U1 max, c'est phi 1 Y1 max plus phi 2 Y2 max. Donc c'est celui-là, d'accord? Et avec i est égal à 2, c'est-à-dire U2 max, d'accord? C'est phi de 1 Y1 max plus phi de 2 Y2 max. Si je prends les racines carrées maintenant, j'obtiens ce I1 max 3,803 et U2 max 5,957. Donc, je répète, je prends les valeurs absolues. Maintenant, je peux avec ceci calculer les forces élastiques de la même manière et je peux donc calculer le cisaillement à la base 1521.
Si je prends la deuxième méthode, donc SRSC, la même chose, je prends le premier terme concernant Y1 max et le deuxième terme, donc Y2 max. Donc ça va être racine carrée de phi 1, Y1 max au carré plus phi 1, Y2 max au carré, donc celui-là, d'accord? Et pour I est égal à 2, c'est-à-dire le deuxième déplacement maximum, phi de 1, Y1 max plus phi de 2, Y2 max, donc c'est celui-là au carré. Donc là, ça me donne cette valeur-là, 3,453 et 5,73, ce qui nous donne une force d'élastique. Donc, au premier niveau, celle-là, et au deuxième niveau, celle-là. Avec la somme qui va me donner donc le cisaillement à la base 1381,2. Si je récapitule tout ça pour avoir une idée, donc vous voyez que si j'ai un seul mode, que ce soit l'exact, la valeur absolue, ou bien la racine carrée de la somme des carrés, bien sûr, j'ai dit que je vais obtenir la même valeur, donc, ou bien les mêmes déplacements. Ça, c'est dû à l'utilisation d'un seul terme. Par contre, si j'utilise deux termes, vous voyez que en exact, c'est celle-là, d'accord? En valeur absolue, c'est la même chose, et en la racine carrée de la somme des carrés, c'est un peu moins que les deux autres. Donc ça, c'est, vous voulez, en déplacement, ça c'est en force à la base. En déplacement, vous voyez qu'on obtient 5,957 et 3,803. 5,95, il est supérieur à celui-là, donc très supérieur à celui-là, et très supérieur à celui-là. Ce qui veut dire que celui-là, il est très supérieur à celui-là, ce qu'on a dit qu'en général, la méthode de la valeur absolue, donc surestime un petit peu les déplacements et les efforts. D'accord? Donc, vous avez des valeurs ici, si vous voulez, en façon générale. Donc, pour terminer, est-ce qu'un mode est suffisant par rapport à deux modes? Donc là, on a fait un récap et on a vu qu'avec un seul mode, donc on obtient ce système de déformé. Donc, phi de 1, phi 1 de Y max, phi de 1 de Y max. Maintenant, c'est le déplacement parce que je combine un seul mode. Ça me donne 5,76, alors que la valeur exacte, c'est 5,563. Et ici, 3,433 et ici, 3,803. Donc, vous voyez que si vous comparez par exemple ceci avec ceci, vous voyez qu'ils sont très proches. C'est-à-dire que déjà avec un seul mode, je suis à peu près, donc, je ne sais pas, à 90-95% de la déformée. Donc, avec un seul mode. C'est pour ça que la contribution du premier mode de ce type dans la solution totale ici, donc, c'est une contribution très, très importante. Pour cela, même si j'ajoute le deuxième mode ici, vous voyez que le deuxième mode, c'est à peu près 0,37 qui est phi 1,2 Y2 max, 0,37 par rapport au 3,803, la même chose, c'est pas significatif par rapport au premier mode 3,433 qui est donc très proche de 3,803. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la déformée en général, ça c'est le U que je cherche, est une combinaison de la première phi 1 et une combinaison de la deuxième, donc phi 2, par le biais donc ce qu'on appelle les déplacements généralisés Y1, Y2. Donc de ce graphe-là, vous voyez très bien que le deuxième mode contribue peut-être à 5% par rapport au premier. Et c'est pour ça que, supposant que dans votre structure, vous avez une structure à 1000 degrés de liberté, est-ce que vous utilisez tous les 1000 degrés de liberté? Donc vous allez consommer beaucoup de temps et d'espace dans votre résolution numérique qu'avec 1000 degrés de liberté, alors que peut-être avec 10 modes au lieu de 1000 modes, avec 10 modes, les 10 premiers modes, peut-être que votre résolution ou bien votre déformée est largement acceptée et largement suffisante pour définir donc une déformée d'un système à 1000 degrés de liberté. Donc c'est pour cela que dans la méthode de la résolution par superposition modale, le nombre de modes à utiliser est très important. Certains numériciens l'ont même défini sous une forme équation pour avoir une solution plus ou moins non coûteuse en espace et en temps de résolution numérique, et ensuite très suffisant du point de vue précision et convergence. Voilà, donc je vous remercie. Ceci termine mon application concernant l'analyse modale. Je vous reverrai dans une autre application la prochaine fois. Merci.